L'avocat de la fenêtre. Par une soirée d'été en juillet 1993, l'avocat d'affaires Gary Hoy se tient dans un bureau au mur de verre au 24e étage d'une tour de Toronto. Il montre à des étudiants en droit en visite à quel point l'ingénierie moderne est sûre. Calmement, il explique que les vitres en verre trempé ne peuvent pas se briser sous un choc normal. Pour prouver son point, Gary recule de quelques pas face à la baie vitrée du sol au plafond. Ses collègues savent qu'il a déjà fait ce numéro auparavant, hein. Devant les étudiants, il prend son élan et jette tout son poids contre la vitre. La vitre fléchit mais ne se brise pas. Les rires nerveux se transforment en sourires admiratifs. Ce succès le rend plus audacieux. Gary veut vraiment faire passer le message. Il recule de nouveau pour une deuxième tentative. Encore une fois, il sprinte, encore une fois, son épaule percute le centre de la vitre. Cette fois, le verre tient, mais pas le cadre métallique. L'ensemble de la fenêtre s'arrache du mur d'un seul bloc. En une fraction de seconde, il a encore l'avocat sur lui dans son costume sur mesure. La seconde d'après, il tombe avec la fenêtre 24 étages plus bas dans la cour. Il voulait prouver que la tour était incassable. Au lieu de cela, sa mort montre à quelle vitesse une démonstration de courage peut se transformer en leçon de gravité. L'ingénieur du saut à l'élastique de Jardin. Par une nuit d'août 1997 en Virginie, Eric Barcia, un amateur de sensations fortes de 22 ans, décide qu'il peut construire son propre saut à l'élastique. Les sites professionnels sont trop loin et trop chers. Il pense qu'un pont ferroviaire et quelques sangles élastiques lui procureront la même montée d'adrénaline. Sous les poutres d'acier sombre, il noue plusieurs sangles et cordes pour en faire une seule corde. À l'aide d'un mètre au ruban et de quelques estimations approximatives, il vérifie la hauteur du pont et coupe son élastique fait maison à presque 7 longueurs. Plus il se rapproche du sol, plus la sensation sera extrême. Ses amis attendent en bas sur le chemin de terre, certains rient, d'autres filment. Aucun d'eux ne comprend la règle simple qui rend le saut à l'élastique véritablement sûr. La corde doit être bien plus courte que la hauteur de la chute, avec assez d'élasticité pour ralentir le corps avant qu'il n'atteigne le sol. Eric attache une extrémité du faisceau de sangle à la rambarde et l'autre autour de ses chevilles. Il regarde en bas, annonce qu'il va rebondir tout de suite, puis saute. Il n'y a ni étirement progressif, ni rebond spectaculaire. La corde atteint son extension maximale seulement lorsque son corps est déjà au niveau du sol. Au lieu de remonter vers le pont, il s'écrase au sol à pleine vitesse et son public comprend trop tard que la témérité et l'improvisation ne font pas le poids face à la physique. Le presque moment Darwin de Larry et sa chaise de Jarman. Par une chaude journée de juillet 1982, Larry Walter, chauffeur routier, est assis dans un minuscule jardin californien et fixe une vieille chaise de jardin. Une mauvaise vue l'a empêché d'intégrer l'armée de l'air. Si personne ne veut lui donner des ailes, il décide de s'envoler par ses propres moyens. Autour de la chaise se trouvent des bouteilles d'hélium et des dizaines de gros ballons sondes. Des amis l'aident à gonfler les ballons et à les attacher à la structure métallique. Larry enfile un parachute, prend une radio, une carabine à plomb et prévoit de flotter doucement au-dessus du quartier, puis de crever quelques ballons pour redescendre. Quand la dernière corde est coupée, la chaise ne dérive pas, elle file vers le ciel à toute vitesse. Larry monte bien plus haut prévu, atteignant plusieurs milliers de mètres. Dans l'air froid et raréfié, il n'ose presque plus bouger, encore moins tirer avec le fusil. Des heures plus tard, il finit enfin par crever assez de ballons pour commencer à redescendre. La chaise dérive jusque dans des lignes électriques, des étincelles jaillissent et il se retrouve suspendu au-dessus d'une rue de banlieue avant de retomber sur Terre. Larry survit et n'obtient jamais un vrai Darwin Award, mais le schéma est le même. Un plan de vol bricolé avec du matériel de quincaillerie, presque aucune réflexion sur les risques et une vie mise en danger pour quelques minutes de gloire improvisée. Le selfie avec le lion. Au zoo Sri Venkateswara de Tirupati, en Inde, en 2024, des familles déambulent devant les cages et les douves en béton. Prahlad Gujjar, 34 ans, marche avec elle, téléphone à la main. Regarder ne suffit pas. Il veut une photo qui prouve qu'il était plus proche, plus courageux, différent. Il s'arrête devant l'enclos des limes. De hautes clôtures, un fossé profond et des panneaux d'avertissement bien visibles marquent la frontière entre les visiteurs et les prédateurs. La plupart des gens s'appuient sur la rambarde, prennent une photo de loin et continuent leur chemin. Prahlad l'escalade. Les gens lui crient d'arrêter. Le personnel se met à courir. À l'intérieur de la zone interdite, sa silhouette paraît soudain minuscule contre les parois rocheuses. De l'autre côté de l'enclos, un lion lève la tête et fixe l'intrus qui se trouve maintenant dans son territoire. Prahlad brandit son téléphone, tournant partiellement le dos à l'animal pour que les deux visages puissent apparaître dans le cadre. Le lion ne comprend pas la notion de cadre. Il réduit la distance en quelques bonds puissants. Les soigneurs lancent des objets, frappent sur le métal et crient, mais l'écart a déjà disparu. Quand le lion est enfin éloigné, Prahlad est mort. Aucune image héroïque n'apparaît en ligne, seulement des images de vidéosurveillance et des témoignages. Un homme a franchi une barrière pour une photo et a découvert trop tard pourquoi elle était là, le sauter du falaise. Par une belle journée de mai 2022, la côte de Majorque ressemble à une carte postale. La mer en contrebas des falaises est d'un bleu profond et calme. Sur un promontoire rocheux, à peut-être 30 mètres au-dessus de l'eau, l'ancien footballeur professionnel Mourad Lamrabat s'avance au bord tandis que sa femme filme depuis un bateau en contrebas. Mourad ne veut pas d'un simple plongeon.
Il veut un saut spectaculaire qui rendra bien en vidéo, la preuve qu'il a encore quelque chose d'un athlète extrême en lui. Il écarte les bras, plie les genoux et se propulse depuis le rocher. Depuis le bateau, les premières secondes paraissent gracieuses. Sur fond de ciel, sa silhouette est nette et maîtrisée. Ce n'est que de côté qu'on verrait clairement que la falaise ne tombe pas à pic. Elle avance vers l'extérieur, formant un surplomb caché. Mourad n'a pas sauté assez loin de la paroi rocheuse. À mi-chemin de la chute, son corps passe dangereusement près de la pierre. Au lieu de plonger proprement dans l'eau, il percute la falaise avec une force immense, puis tombe inerte dans la mer. Le téléphone dans la main de sa femme continue d'enregistrer alors que la panique éclate sur le bateau. Plus tard, les équipes de secours ne peuvent que récupérer son corps. La vidéo qui reste n'est pas l'exploit héroïque qu'il avait imaginé, mais un rappel discret que la hauteur et la distance sanctionnent la moindre erreur d'appréciation, peu importe qui l'on a été. Le live stream du Mont Fléé. Le 28 octobre 2019, Tetsu, un streamer japonais de 47 ans, commence à gravir un sentier enneigé sur le mont Fuji. Ses vêtements semblent plus adaptés à une rue froide de la ville qu'à un volcan glacé. Ce qu'il prépare soigneusement, en revanche, c'est son téléphone. Il lance une diffusion en direct pour ses abonnés. La caméra montre un sentier étroit de pierres gelées, une rambarde métallique et un précipice abrupt à côté. Le vent rugit dans le micro. Tetsu plaisante en disant que ses mains deviennent engourdies et qu'il a oublié de prendre des chaufferettes adaptées. Pourtant, il continue de marcher et de parler. Faire demi-tour signifierait mettre fin au spectacle. Plus haut, le sentier devient plus raide et la rambarde disparaît. Le téléphone pointe vers le sol alors que ses bottes glissent légèrement sur la neige tassée. Au lieu de le ranger, il ajuste l'angle et lit les commentaires tout en avançant sur un terrain qui exigerait normalement toute son attention et ses deux mains. Le sentier traverse une pente lisse et exposée, avec une longue chute en contrebas. Les spectateurs aperçoivent brièvement le vide. Puis l'image part brusquement de côté. Le sol disparaît du cadre. On entend un bruit de frottement, un cri bref, un bâton de marche qui tourne devant l'objectif. Puis plus rien. Les secouristes retrouveront plus tard son corps bien en contrebas du sentier. La montagne se moque des likes ou des vues. Elle ne voit qu'un homme qui a pris une ascension dangereuse pour une scène et qui s'est trompé sur le nombre de risques qu'on peut prendre en un seul pas. L'homme de lave. Dans la nuit du 2 janvier 2022, le parc national des volcans d'Hawaï est plongé dans l'obscurité. Des points de vue sécurisés près du cratère du Kilauea luisent faiblement à cause de la lave bien en contrebas. Les panneaux sur les barrières sont explicites, quittez les sentiers et vous pouvez mourir ici. Un homme de 75 ans, originaire de la ville de Hilo, décide que les zones d'observation officielles ne sont pas assez proches. Il se faufile au-delà des barrières et avance sur un sol non éclairé vers le bord du cratère, guidé seulement par une lampe torche et le reflet orangé de la roche en fusion. Le terrain là-bas est traître, même en plein jour. Les anciennes coulées de lave forment des croûtes fragiles et des cavités cachées. La nuit, les fissures et les apics soudain disparaissent dans l'obscurité. Un faux pas et la roche elle-même peut s'effondrer. Lorsqu'il ne rentre pas chez lui, ses proches signalent sa disparition. À la première lueur du jour, les gardes forestiers et les équipes de secours fouillent les zones interdites. Sur une pente raide, à plusieurs dizaines de mètres sous un rebord interdit, il retrouve son corps sur des rochers brisés. Il n'est pas mort en sombrant dans un lac de lave en fusion, mais d'une manière plus ordinaire. Il a fait quelques pas interdits au-delà de la limite de sécurité et la falaise a répondu par le seul avertissement qu'elle donne une fois. Le voleur de gourdes. Dans la nuit du 19 avril 2022, un homme de 46 ans s'introduit par une entrée dérobée dans un supermarché fermé à Cattolica, en Italie. Dans l'entrepôt, plongé dans le noir, des palettes de marchandises sont empilées presque jusqu'au plafond. Plus tard, les images de vidéosurveillance le montrent en train de serpenter entre les tours, à la recherche de quelque chose de précieux. Les caisses et l'électronique sont sous clé. Ce qui est facile d'accès, ce sont les colonnes d'eau en bouteilles emballées sous film plastique. Assoiffé ou imprudent, il tend la main vers une pile haute et tire une seule bouteille à hauteur de poitrine. La bouteille se détache. La pile ne tient pas. La palette tremble, puis bascule vers lui. Des dizaines de caisses et des centaines de bouteilles suivent la gravité dans une lourde vague. Il n'y a pas d'espace pour esquiler. Lorsque le personnel arrive le lendemain matin, il découvre un déversement chaotique de plastique et de bois. Ce n'est qu'en commençant à dégager tout qu'il réalise qu'un corps est écrasé sous l'eau tombée. Un voleur littéralement noyé dans le produit qu'il a tenté de dérober. Le distributeur automatique. Par une froide soirée de décembre 1998, dans une université canadienne, Kevin Mackle, un étudiant de 19 ans, veut une boisson gazeuse. Il lui reste plus de pièces. Au lieu de partir, il décide de forcer le lourd distributeur à lui donner une canette gratuite. La machine pèse bien plus de 400 kilos et n'est pas fixée au mur. Kevin saisit les côtés et la bascule vers lui, puis la laisse retomber violemment. À l'intérieur, les canettes s'entrechoquent, mais aucune ne tombe dans le bac. Il recommence, plus fort, en riant du vacarme du métal et du verre. À chaque secousse, le centre de gravité se déplace un peu plus. Au dernier tirage, l'équilibre bascule au-delà du point de non-retour. Cette fois, lorsque la machine bascule vers l'avant, elle ne revient pas en arrière. Elle tombe. La façade en acier s'écrase sur le haut de son corps et il plaque au sol.
Dans le coin tranquille où il pensait remporter une petite victoire sur un distributeur de boissons, personne ne l'entend à temps. Quand on le retrouve, il a suffoqué sous la machine, une vie échangée contre une canette qui n'est jamais tombée.